Troisième partie, la dynamique. Donc on voit ça bientôt. Ça va être beaucoup plus compliqué. La Terre, donc, si vous ne le savez pas, n'a pas toujours eu la forme d'aujourd'hui. Les continents se sont déplacés, mais les océans se sont formés. Donc c'est un ensemble de choses qui bougent, et on va essayer de récapituler comment on le sait avec les diapos qui vont venir. Alors, il existe trois types de limites. Des limites divergentes, donc ça veut dire que ça s'écarte, c'est ce qu'on retrouve au niveau des structures qu'on appelle les dorsales, au centre des océans, au centre, sous les océans. Vous avez des limites qu'on appelle convergentes, donc les plaques se rapprochent. C'est ce qu'on retrouve au niveau des zones de subduction et au niveau des collisions. Et vous avez des limites qu'on ne va pas étudier, qui sont des transformantes, où les plaques se frottent, mais on n'étudiera pas. Donc une plaque tectonique, c'est une zone qui est assez calme au niveau géologique au centre et qui est limitée par des zones actives tout autour. Donc active, ça veut dire qu'il y a des séismes et des volcans importants autour ici des traits noirs. Alors, qu'est-ce qui nous a permis de détecter un petit peu ces mouvements? Il y a par exemple les points chauds. Alors les points chauds, il y en a plusieurs sur Terre. Le concept, c'est que au niveau du manteau, vous avez une remontée de chaleur qui va percer en surface en formant des volcans. Et ces volcans, on va se rendre compte qu'ils sont alignés. Donc vous avez un volcan actif et quand vous suivez la zone, vous avez des volcans éteints et en cours d'érosion, tout alignés. Donc soit le magma s'était déplacé, soit c'était la surface qui s'était déplacée. Et donc l'idée, c'est que, ça marche à peu près bien, c'est que la surface se déplace, c'est-à-dire que la plaque se déplace, et en se déplaçant, les volcans se forment à différents moments, à différents endroits. Ce qui va permettre de détecter la direction de déplacement de la plaque, et ce qui va permettre également d'estimer sa vitesse, en connaissant l'âge des différents volcans. Donc ici, nous avons par exemple le volcan qui est actif aujourd'hui, et si on regarde, et si on arrive à trouver l'âge du volcan un petit peu plus loin, il y a 2 millions d'années, s'il est à 100 km, on va pouvoir déterminer une vitesse, et on peut faire ça tant que les volcans sont alignés. Donc on peut tracer un petit graphique de la distance en fonction du temps, vous replacez vos deux volcans, donc à 2 millions d'années 100 km, à 4 millions d'années 200 km, la vitesse, ça va être la pente de cette droite, donc ici vous la calculez et vous trouvez par exemple 5 cm par an. Ça veut dire que la plaque s'est déplacée de 5 cm par an en moyenne depuis 4 millions d'années. Pour la direction, il aurait fallu avoir le document au niveau de la planisphère pour voir dans quel sens s'était déplacée cette plaque. Ici, vous voyez la petite flèche noire qui indique qu'elle va de droite à gauche la plaque. C'est-à-dire que le volcan d'il y a 4 millions d'années, il était sous le point chaud il y a 4 millions d'années. Par contre, les autres volcans n'existaient pas il y a 4 millions d'années. Il n'y avait qu'un seul volcan, c'était celui qui est au bout à gauche. Voilà pour les points chauds. Alors, pour les sédiments océaniques, vous avez au départ une croûte continentale ici représentée en gris qui va se fracturer parce qu'il va y avoir une remontée de chaleur en dessous qui va permettre la formation de ce qu'on appelle la croûte océanique. Donc voyons ce qui se passe. On imagine donc qu'il y a 40 millions d'années que les deux croûtes continentales commencent à se fracturer. Et vous avez donc un dépôt de magma qui va refroidir et former la croûte océanique composée, on l'a déjà vu, de basalte et de gabbro. Donc vue de dessus à gauche et vue de profil à droite. Une fois que cette croûte s'est formée, vous avez souvent, vu qu'elle est dense, elle est profonde, vous avez souvent de l'eau qui va se mettre et donc former les premiers océans. Dans les océans, vous avez beaucoup de plancton qui vont mourir et se tomber, décomposer, former les sédiments. Ces sédiments vont se mettre ici en contact direct avec la croûte formée. Donc l'âge des sédiments rouges correspond à peu près à l'âge de la croûte en dessous. Donc les sédiments qui sont en contact avec la croûte vous indiquent l'âge de la croûte, si vous voulez. Si le processus s'arrête là, c'est fini, ça nous indique pas grand-chose, mais si le processus souvent se poursuit, de la nouvelle croûte va se former, océanique, et va repousser la précédente, donc ici en bleu clair. De nouveaux sédiments vont se déposer, mais ce coup-ci, ils vont se déposer sur les sédiments présents déjà pour la partie ancienne, mais directement sur la nouvelle croûte ici. Vous avez la même chose, donc vue de au-dessus. Troisième exemple, donc vous avez encore de la croûte qui se forme, qui repousse la croûte précédente, ici en bleu très clair, et la même chose en profil. Donc vous vous retrouvez avec une dernière couche de sédiment qui va venir se déposer. Je vous laisse réfléchir comment elle va se mettre en place.
par rapport aux autres, elle recouvre l'ensemble. Elle recouvre l'ensemble, ici, vous voyez, une petite erreur, elle devrait aller jusqu'au bout. Et ici, vous voyez bien qu'elle recouvre tous les sédiments déjà présents et la nouvelle croûte. Donc si vous voulez l'âge de votre croûte bleue très claire, et ben, vous regardez les sédiments jaunes. Par contre, si vous voulez l'âge de la croûte bleu foncé, vous prenez les sédiments rouges. Plus il y a de sédiments épais, plus l'endroit a été créé il y a longtemps, plus il existe depuis longtemps. Donc la zone où, la croûte océanique est recouverte de sédiments rouges est présente sur Terre depuis 40 millions d'années ici. Donc elle s'est fait recouvrir par les sédiments violets qui se sont déposés il y a environ 20 millions d'années et par les sédiments jaunes qui sont en train de se déposer aujourd'hui. Donc il y a beaucoup plus de sédiments sur cette partie-là que sur les parties bleu clair. Donc ce qui nous donne maintenant au niveau de carte, au niveau de l'Atlantique, donc ici c'est la carte qui représente l'âge des sédiments en contact de la croûte. Donc on voit que les sédiments les plus récents sont au niveau de la dorsale et les sédiments les plus anciens sont éloignés de la dorsale. Et c'est symétrique par rapport à l'axe de la dorsale. Alors ceci nous indique qu'il y a bien un mouvement d'ouverture de l'océan au niveau d'une dorsale. Ça va vers l'est et vers l'ouest ici. Donc on le sait parce que les vieux sédiments, la vieille croûte en tout cas, est donc loin de la dorsale et la nouvelle croûte est proche de la dorsale. Donc on voit la mise en place ici d'une dorsale avec une sorte de tapis roulant vers la gauche et vers la droite. Donc vous pouvez comme ça connaître la direction. Pour connaître la vitesse, eh ben, il faut repérer la distance et l'âge des sédiments, de la croûte océanique. Donc vous prenez par exemple ici en rouge, vous avez les sédiments rouges qui se sont déposés les plus récents et qui sont très peu éloignés de la dorsale. Et vous faites la même chose pour différents âges, comme ça vous avez une idée de la vitesse moyenne du déplacement de la dorsale, de l'ouverture de la dorsale, pardon. Au niveau de l'Atlantique, ça s'ouvre d'environ 1,5 cm à 2 cm de chaque côté, donc environ 4,5-5 cm pour l'océan Atlantique par an. Et ça peut être un peu plus rapide dans d'autres dorsales du monde, vous verrez ça plus tard. Le GPS permet donc de connaître le déplacement en temps réel des plaques. Et pour l'utiliser, il faut quand même rappeler un petit peu comment fonctionnent les positionnements sur Terre. Donc on utilise la latitude, qui sont des lignes virtuelles qui font le tour de la Terre. La latitude 0, c'est l'équateur. Quand vous allez vers le sud, on dit que c'est des latitudes donc, en moins 10 degrés, moins 20 degrés. Quand vous allez vers le nord, c'est plus. Et pour les longitudes, c'est des lignes verticales, si vous voulez, qui est la longitude 0, c'est le méridien de Greenwich. Quand vous êtes vers l'est du méridien, c'est plus. Quand vous allez vers l'ouest du méridien de Greenwich, c'est moins. Donc, si on prend un exemple d'une station qu'on est à Sant, ici, en Amérique du Sud, qui est à la latitude moins 33, donc je repère cette latitude sur ma carte, je trace une ligne en pointillé, ma station est en quelque part sur cette ligne en pointillé. Pour avoir sa position réelle, il faut aussi avoir la longitude. Donc je reprends la longitude, je trace la ligne verticale et j'obtiens la position de mon point Sant. Ici. Les satellites le repèrent et les satellites vont suivre au cours des années sa position. Depuis environ les années 90, il y a des satellites qui repèrent la position de différents points sur Terre et vous allez avoir donc des graphiques qui vont vous indiquer ça. Et vous allez pouvoir utiliser les données de ces satellites pour savoir le déplacement de ce point à travers sur la Terre depuis un certain temps. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors maintenant, vous savez votre station où elle est, c'est vous qui avez mis vos capteurs. Ce que vous ne savez pas encore, c'est comment elle se déplace en fonction de ces graphiques. Est-ce qu'elle va plutôt vers l'est ou plutôt vers l'ouest? Est-ce qu'elle va plutôt vers le nord ou plutôt vers le sud? Alors pour le savoir, il faut regarder les courbes qui ont été obtenues par les satellites. Vous avez des droites. Donc les droites, c'est des équations de type y égale ax plus b. Quand le a, c'est-à-dire que la droite, si vous voulez, est croissante, quand le a est positif, ça indique une latitude, un déplacement en latitude vers le nord. Quand votre A est positif pour la longitude, eh ben ça indique un déplacement vers l'est. Si donc c'était négatif, ça serait l'inverse. Donc ici, les deux A sont positifs, donc notre petit point centre, je vous laisse réfléchir 2 secondes, se déplace vers le nord en latitude et vers l'est en longitude. Par contre, on ne sait toujours pas à quelle vitesse ça se déplace. Donc si ça se déplace très vite, vous avez un vecteur de déplacement qui est très grand. Si ça se déplace lentement, il est plus petit. Donc pour savoir maintenant la vitesse de déplacement, il faut trouver
la pente de ces droites. Comme c'est une droite, la vitesse elle est constante ici, donc il faut trouver sa pente. Pour trouver sa pente, bah, vous faites comme tout à l'heure, vous reprenez un point, par exemple en 1996, il était à moins 25 de latitude, en 2008 il est à moins 5, donc vous faites les différences et vous avez la vitesse en latitude. Ici, elle est de 1,7 cm par an pour la latitude. Vous faites le même travail pour la longitude et vous obtenez 1,5 cm par an. Alors bien sûr, vous n'utilisez pas 2012-2020, qui est un peu complexe, on ne voit pas trop bien, donc on va s'intéresser qu'à la période qui est facilement lisible, ici. Et donc vous avez la vitesse. Vous tracez les vecteurs en respectant les échelles, et vous allez avoir le déplacement réel du point centre, parce que le point centre, il n'a pas pu monter et puis aller vers l'est en même temps, il s'est déplacé de manière transversale, donc vous devez faire le vecteur résultant, la vitesse résultante. Donc vous tracez un petit rectangle entre les différents vecteurs, et votre vitesse réelle et la direction réelle de déplacement, ici, est obtenue en noir. Donc pour trouver maintenant ces vitesses résultantes, il va falloir repérer que vous avez des triangles rectangles dans ce petit système. Et quand vous avez un triangle rectangle, vous avez la formule de Pythagore qui dit que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés opposés. Tac, vous avez repéré le triangle rectangle ici. Donc vos côtés opposés, vous les avez, c'est la vitesse de la longitude et la vitesse de la latitude. Il vous reste donc à appliquer la formule et vous allez trouver donc la vitesse en faisant la racine, c'est ici 2,3 cm par an. Donc votre point centre s'est déplacé en direction du nord-est de 2,3 cm par an depuis 1996. Dernière méthode, le paléomagnétisme. La Terre est un aimant gigantesque et donc elle crée un champ magnétique. Il faut faire attention parce que quand on va parler de nord magnétique, il ne faut pas le confondre avec le nord géographique. Donc le nord géographique restera toujours à la même position. Par contre, le nord magnétique, on va le voir, a changé. Donc aujourd'hui, les boussoles indiquent le nord magnétique au nord géographique, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc si vous mettez un aimant, et vous allez voir que les particules de fer s'orientent en fonction donc, de lignes invisibles qu'on appelle le champ magnétique. Donc c'est comme s'il y avait à l'intérieur de la Terre un aimant, un gigantesque aimant, et vous avez les petits pointillés ici qui indiquent ces lignes invisibles, mais qui sont ressenties par toutes les particules ferriques, magnétiques. Alors, en quoi c'est important? C'est important, donc là par exemple aujourd'hui, les aiguilles sont toutes attirées, les pointes rouges en tout cas, sont toutes indiquées vers le nord de la planète. Donc suivant là où elles se positionnent, elles vont suivre le champ magnétique du nord vers le sud. Mais si vous inversez, si pour une raison ou une autre l'aimant qui est à l'intérieur de la Terre s'inverse, eh bien les petites aiguilles vont s'inverser également. Et donc votre aiguille rouge, coup-ci, va vous indiquer le nord vers le sud géographique. Alors, le paléomagnétisme, c'est d'utiliser ces modifications qui ont eu lieu au cours du temps. Donc les roches, quand elles se forment au niveau de l'océan en particulier, au départ, c'est du magma. Donc le magma, c'est assez visqueux, mais liquide. Donc les petites particules magnétiques à l'intérieur vont pouvoir aller dans toutes les directions. Elles vont lentement se mettre dans la direction du pôle magnétique de l'époque où elles vont se figer. Donc en dessous d'une certaine température, qu'on appelle la température de Curie, autour de moins 580 degrés, le magma va devenir trop dense et les petites particules magnétiques vont se figer dans la direction du champ magnétique à laquelle elles étaient présentes. Donc voilà ce que ça peut donner en forme d'animation. Donc vous avez en haut le sud qui est... bon, en bas, on va commencer par en bas. On arrive sur l'inverse. Bon, vous avez en haut le sud qui est dans le nord géographique. Donc vos petites particules vont vous indiquer le nord vers le sud actuel. Et quand vous avez une période où, comme aujourd'hui, le nord correspond au nord géographique, vos petites particules vont vous indiquer le nord géographique et le nord magnétique dans la même direction. Alors vous pouvez retrouver tout ça en utilisant donc des bateaux qui vont tirer derrière eux dans l'océan des magnétomètres qui vont enregistrer le champ magnétique. Quand vous avez le champ magnétique d'aujourd'hui qui est comment s'appelle, renforcé par le champ magnétique
des roches qui l'ont enregistré, vous avez ce qu'on appelle une anomalie positive. Et quand c'est l'inverse, vous avez une anomalie négative. Et donc vous allez pouvoir comme ça passer dans l'océan et repérer différentes structures, zébrures, comme ça va faire, avec des champs magnétiques comme aujourd'hui, des champs magnétiques inversés aujourd'hui, des champs magnétiques comme aujourd'hui, etc., etc. Et vous voyez donc que comme avec les sédiments, on a une symétrie au niveau de l'axe de la dorsale, ce qui indique que le mouvement de la dorsale est bien un mouvement divergent, hein. Vous avez la création des différentes bandes au niveau de la dorsale, puis elles s'écartent de chaque côté. Et on va pouvoir enfin déterminer également la vitesse, parce qu'on a la possibilité de connaître l'âge de ces inversions. Donc les inversions sont bien symétriques, là on le voit sur un schéma, là je vous l'ai fait en coupe, et vous avez donc la distance de ces inversions, ça c'est pas compliqué, et le temps, il faut dater donc la période de l'inversion, ce qui a été déjà fait. Et donc vous n'avez plus qu'à calculer la vitesse, donc soit en un point, soit comme les autres fois, vous pouvez tracer un graphique des distances en fonction du temps, et calculer la pente de la droite, pour avoir la vitesse. Donc normalement, on tombe sur des vitesses qui sont comparables avec celles des sédiments, hein. L'océan s'est ouvert qu'à une seule vitesse. Donc vous avez normalement des chiffres qui doivent tourner autour de 1,5, 2 pour l'Atlantique et un peu plus, ou beaucoup plus même pour le Pacifique. Voilà, c'est presque, moi c'est fini. Vous devez donc comprendre qu'il y a des zones sur Terre où ça s'écarte, c'est-à-dire que ça diverge, et des zones où ça se rapproche, ça converge. Et vous devez comprendre que ça ne va pas à la même vitesse partout. Donc actuellement, vous avez ici une représentation des vecteurs vitesse. Plus ils sont longs, plus ça va vite, et de leur direction, donc suivant les plaques. Donc ici, c'est centré sur le Pacifique. Vous voyez, c'est l'une des plaques les plus rapides avec la plaque indo-européenne. Donc la Terre bouge depuis sa création et ça continue toujours aujourd'hui.